Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail, e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 1er décembre et au sommaire cette semaine, 5 articles. Quelles seront les attentes des consommateurs en 2024 à lire sur Fashion United? Diversification, omnicanalité internationale, les grandes orientations de Jacques Addy à lire sur République Retail. Cézanne en 2023 de Paris au reste du monde, l'expansion continue à lire sur Fashion United. De Gorillaz à la belle vie, les coulisses de la reprise rocambolesque de Frishti à lire sur Madines. Et enfin, La Redoute développe une stratégie de marque orientée sur la maison à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Quelles seront les attentes des consommateurs en 2024 à lire sur Fashion United en date du 28 novembre. Les habitudes des consommateurs sont fortement influencées par l'évolution rapide des nouvelles technologies. Ces dernières années, de nouveaux outils ont fait leur apparition, influençant les tendances de consommation. À travers une étude et en observant les évolutions des années précédentes, Euromonitor International, spécialiste des études de marché et des analyses sectorielles, a anticipé les tendances mondiales de consommation qui devraient marquer l'année 2024. L'intelligence artificielle. Difficile de passer à côté, l'IA générative a pris le monde d'assaut. L'exemple le plus marquant est bien ChatGPT, qui a atteint 100 millions d'utilisateurs dans les 2 mois qui ont suivi son lancement, devenant ainsi l'une des applications grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire. Plus globalement, l'IA est partout et prend de plus en plus de place dans le quotidien des consommateurs. En 2023, 72% des consommateurs déclarent utiliser la technologie pour améliorer leur quotidien. 42% des consommateurs seraient à l'aise avec des assistants vocaux fournissant des informations et des suggestions personnalisées sur les produits. De nombreuses plateformes de mode se sont déjà lancées dans cet exercice. C'est le cas de Zalando. Zalando mise sur l'IA et de nouveaux partenariats pour renforcer sa position dans la mode et d'autres marques. Selon Euromonitor International, la tendance que Askia représente un avantage concurrentiel pour les marques si l'outil est utilisé efficacement à la fois à des fins internes et pour l'engagement des clients. Un outil qui devrait prendre de plus en plus de place dans l'e-commerce en 2024. 53% des professionnels ont déclaré que leur entreprise prévoyait d'investir dans l'IA générative au cours des 5 prochaines années. Les consommateurs veulent s'évader. Les restrictions et inquiétudes de la période de crise sanitaire ont laissé place à d'autres problématiques, conflits russo-ukrainiens, inflation, baisse du pouvoir d'achat, et plus récemment le conflit entre Israël et le Hamas. Autant dire que le quotidien est loin d'être parfait. Pour Euromonitor International, les consommateurs ont besoin de s'évader, de sortir de leur réalité pour découvrir un monde moins stressant. Ils sont 73% à souffrir de stress et d'anxiété. En 2024, les consommateurs ne seront donc pas indifférents aux petites attentions. Les acheteurs recherchent également des produits qui suscitent des émotions gratifiantes. L'engouement pour le dopamine dressing est un exemple de cette tendance. Les consommateurs veulent compenser l'agitation de la vie quotidienne par une infusion de plaisir. Le marketing émotionnel est au premier plan. Les marques devraient s'efforcer de lier leurs produits à ce désir culturel d'optimisme. Ces tactiques peuvent susciter un sentiment positif qui sera automatiquement associé à la marque en question. Les engagements des marques. Depuis quelques années déjà, le respect de l'environnement et les conditions de travail des employés font partie des préoccupations des consommateurs. En 2023, 64% des consommateurs essayent d'avoir un impact positif sur l'environnement par leurs actions quotidiennes. Au-delà de la communication sur ces engagements, les consommateurs attendent de véritables engagements de la part des marques,
bien loin du greenwashing dont plusieurs sont accusés, à tort ou à raison. L'acte d'achat est aujourd'hui devenu un acte citoyen. Les consommateurs sont donc très regardants vis-à-vis des prises de position des marques, alors que les questions politiques et sociales sont au cœur des identités personnelles. Les acheteurs ont tendance à soutenir des marques qui correspondent à leurs valeurs. La responsabilité sociale, l'affiliation politique ou les initiatives de développement durable motivent les dépenses, des éléments que les marques doivent obligatoirement prendre en compte dans leur communication. Pour une marque, prendre position face à un sujet qui divise est un pari. Elle peut en ressortir totalement gagnante ou alors risquer sa réputation. Nike en a fait les frais en 2018 en collaborant avec le sportif américain Colin Kaepernick. Si beaucoup ont appelé au boycott de la marque, Nike n'a pas souffert de cette campagne de dénigrement. Bien au contraire, la marque est alors apparue comme un label engagé pour la cause de la communauté afro-américaine. Il faut aussi reconnaître qu'une telle prise de position reste plus facile pour une marque internationale, ancienne et qui dispose d'une grande notoriété. Une jeune marque aurait plus de mal à suivre un tel schéma. À l'heure où l'inflation impacte le portefeuille des consommateurs, ces derniers sont à la recherche d'astuces, bons plans, réductions, points de fidélité font partie des techniques qui seront les plus utilisées pour faire des achats sans se ruiner. Diversification, omnicanalité internationale, les grandes orientations de Jacadi à lire sur République Retail en date du 29 novembre. Dans un secteur de la mode enfantine en recul, Jacadi se distingue par une dynamique de croissance soutenue depuis plusieurs années. L'ambition du dirigeant Cédric Dardenne est de faire de Jacadi Paris une marque française globale de prestige, omnicanale et pérenne. Au sein du groupe ID Kids, Okaidi, Obibi, Oxybul, auquel elle appartient depuis 2005, Jacadi se distingue par son positionnement haut de gamme. La marque de prestige résiste également mieux dans un secteur de la mode enfantine mouvementé qui connaît, comme le prêt-à-porter, son lot d'enseignes en difficulté. Nous sommes en progression, à la surface comparable, avec une croissance à 2 chiffres et nous restons rentables. Jacadi a réalisé 178 millions de chiffre d'affaires en 2022, souligne Éric Dardenne, directeur général de l'enseigne depuis 2019. Pour autant, nous devons rester humbles dans notre métier et être au rendez-vous des attentes de nos clients. Accélérer sur les autres segments. La griffe enfantine de 0 à 12 ans s'est ainsi diversifiée au fil des années en développant la chaussure, l'univers, puériculture, les soins. Nous réalisons 25% de notre business en dehors de l'habillement, pointe le dirigeant. Le segment bébé demeure l'une des grandes forces de Jacadi avec 45 à 47% du chiffre d'affaires généré. Pour autant, Cédric Dardenne se défend d'être une marque de la petite enfance et de cadeaux de naissance, pointant les 53% de ventes réalisées en dehors de l'environnement bébé. Nous sommes une marque de rendez-vous de la famille, argumente-t-il. Par exemple, dans l'environnement fille, la robe Jacadi représente un véritable savoir-faire en termes de patronage, d'élégance à la française, un marqueur très fort de l'enseigne, tout comme le cadeau de naissance. C'est également le cas pour la chaussure du quotidien ou de cérémonie, où nous sommes référents avec une part de marché conséquente. En 2011, l'enseigne a tenté une incursion sur la cible des préadolescentes avec Mademoiselle Jacadi, mais a dû y renoncer. Faute de succès, le dirigeant s'apprête à relancer la gamme. L'offre était trop large, analyse Cédric Dardenne. Nous allons la recentrer sur une proposition plus réduite avec des essentiels apportant une vraie valeur ajoutée. Certains de nos concurrents se sont élargis à l'ado et la jeune femme. En ce qui nous concerne, l'ambition est de développer la maison Jacadi Paris au sens large. La traduction de sa stratégie omnicanale. Quand on évoque avec le dirigeant ces différents canaux de vente, il refuse de les évoquer en tant que tels, ne raisonnant pas par dualité, mais en parlant uniquement de commerce. L'enseigne a développé dans ses magasins de nouveaux incontournables du retail, le Ship from Store et l'Order in Store, lancé
Lors de la crise sanitaire, Jacadi propose également un service de conciergerie connecté pour répondre aux questions de ses clients par SMS ou en visio, avec la possibilité de payer à distance ou se faire livrer ses produits. Un service d'excellence client pour dire toujours oui à nos clients, précise-t-il. L'e-commerce représente ainsi 18% de ses ventes globales. Dans certains pays européens, sa part monte à 23 ou 24%. Aujourd'hui, le premier média de la marque est digital, explique le dirigeant. Nous ne raisonnons pas en magasin, site web, mais en point de contact de la marque. Si en avril dernier, ID Kids a lancé sa marketplace avec l'intégration de ses propres marques, Jacadi n'a pas souhaité l'intégrer. Ce qui nous rassemble, c'est le projet politique de l'entreprise We Act for Kids, pointe Cédric Dardenne, travaillant au sein du groupe depuis une vingtaine d'années et ancien directeur d'Okaidi. Notre identité de marque est Jacadi Paris, une marque globale de prestige. Par rapport à d'autres enseignes du groupe, nous avons développé de nombreux segments. Notre positionnement se veut de plus en plus haut de gamme. On le revendique et fort de ces points, nous avons décidé de ne pas être une marketplace sur la marketplace ID Kids. Jacadi veut cultiver son environnement français et ses points de contact dédiés. Nous avons testé certaines marketplaces à l'étranger, mais nous avons arrêté en 2022. Nous ne voulons pas être noyés au milieu des autres marques, mais au contraire valoriser notre singularité et notre expérience client. Fortes ambitions à l'international. Le dirigeant insiste à chaque fois sur le nom complet de l'enseigne, Jacadi Paris, pour cette touche française et parisienne appréciée à l'international. Quand je suis arrivé chez Jacadi Paris, l'enseigne réalisait 60% de son chiffre en France. Aujourd'hui, le modèle s'est complètement renversé avec 63% à l'international. L'enseigne poursuit ses ouvertures avec prochainement de nouvelles ouvertures ou réouvertures dans des villes stratégiques en France et dans le monde. La marque est présente dans une 50aine de pays, Japon, États-Unis, Italie, Allemagne, Suisse. Nous ne faisons pas la course au drapeau, mais visons les pays où nous observons une appétence des consommateurs pour notre plateforme de marque. Récemment, la griffe enfantine est revenue en Angleterre après avoir quitté ce marché et prépare son entrée en Corée du Sud. Nous ciblons une trentaine de villes stratégiques mondiales, détaille-t-il. À horizon fin 2027, nous ouvrirons 35 points de contact par an en doublant de 50% notre parc. 306 points de contact à date dans les 4 prochaines années avec nos pays majeurs, la France, l'Italie, les États-Unis et l'Allemagne, et ce à fort potentiel comme la Chine. De fortes ambitions qui peuvent étonner dans un secteur global moins dynamique. Je pense qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on ait une demande par email ou un coup de fil pour ouvrir un pays, souligne le dirigeant. Nous ouvrons de manière réfléchie, avec un seul point de vente en Espagne, 3 au Portugal, une dizaine en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Notre marque a encore un gros potentiel de croissance, non seulement sur ses segments de marché, mais aussi géographiquement. La seconde main en plein développement. Dans l'économie circulaire, Jacadi, après avoir fait partie du programme ID Troc, a repris son autonomie économique et commerciale. L'enseigne a lancé de manière omnicanale sur son site français un onglet Seconde Vie, développé avec le prestataire Smala qui récolte les produits des clients en magasin ou en ligne. Nous sommes assez stricts et exigeants sur la qualité des articles repris et donc remis dans le circuit. Nos produits bénéficient d'une vraie valeur marchande et intemporelle. Nous sommes une marque d'investissement. La seconde main génère aujourd'hui 1,5% du chiffre d'affaires. Toujours dans cette dynamique, Jacadi vient de lancer 2 corners de seconde main, comme l'a fait Petit Bateau à Paris et à Arras. L'an prochain, l'enseigne française fêtera ses 50 ans. Jacadi Paris est une marque patrimoniale française qui a su opérer des transformations. Elle fait partie de cette dynastie de marques françaises qui ont un écho, un impact partout dans le monde, conclut Cédric Dardenne, avec aujourd'hui de nouveaux défis pour conserver sa singularité et pérennité sur le marché. Cézanne en 2023, de Paris au reste du monde, l'expansion continue, à lire sur Fashion United en date du 27 novembre. Cézanne, la marque de mode française lancée en 2013, a multiplié les annonces au cours de l'année 2023.
Fashion United fait le point sur l'évolution d'une petite marque digitale devenue un poids lourd du secteur. Créée par Morgan Cesalori il y a 10 ans, Cézanne a accueilli à son capital Tethys Invest, la holding d'investissement des Bettencourt Meyers, en 2022 pour soutenir son développement. Selon les Échos, la société suit depuis sa création une croissance moyenne de plus 20 à 30% et dépassait en 2021 les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouverture de boutiques et pop-up stores. Déjà distribuée dans plusieurs points de vente en propre en France, aux États-Unis et en Angleterre, la marque a ouvert cette année de nouvelles boutiques en version éphémère pour tester le marché ou de manière permanente. En novembre, Cézanne posait ainsi ses valises dans le quartier populaire de Marylebone à Londres. Peu après, elle signait l'ouverture d'un pop-up à Covent Garden, l'un des quartiers les plus dynamiques de la capitale anglaise. Ses ambitions visent également les États-Unis. Plus tôt dans l'année, Cézanne annonçait l'ouverture d'un pop-up à Seattle, une boutique au charme typique de la marque basée sur le concept de l'appartement. L'ouverture a fait suite à celle d'autres points de vente éphémères sur le territoire américain, celui de Boston et de Los Angeles. Et les ouvertures à l'international ne se sont pas arrêtées là. Cette année, Cézanne a aussi ouvert un premier pop-up outre-Rhin à Hambourg. Mais l'enseigne à succès n'en oublie pas moins son marché principal, la France, et ouvrait en 2023 une nouvelle boutique parisienne située au 33 rue des Blancs-Manteaux dans le quartier du Marais, ainsi qu'un point de vente à Lyon. L'art de vivre. En mai 2023, l'entreprise française a également décidé de relancer les composantes l'e-shop créé avant Cézanne. Celui-ci est aujourd'hui devenu un comptoir spécialisé dans l'art de vivre et propose des coussins, des luminaires, de la vaisselle et des bougies. Son lancement a été mis en lumière lors de la célébration du 10e anniversaire de la marque au sein des espaces du Bon Marché, une scénographie impactante qui soulignait une nouvelle fois la force de frappe de l'entreprise. L'ouverture de Cézanne au secteur de la décoration n'est pas une surprise et suit une tendance générale qui amène les marques de mode à investir ce segment en pleine croissance. Selon une étude d'Allied Market Research, l'entreprise d'études de marché, le secteur de la décoration d'intérieur devrait atteindre les 838 milliards de dollars d'ici 2027 contre 616 milliards de dollars en 2019. En 2023, la marque a par ailleurs rappelé son positionnement lifestyle à travers plusieurs événements culturels et notamment la création de son premier ciné-club d'été avec la société MK2. De Gorillaz à la belle vie, les coulisses de la reprise rocambolesque de Frishti à lire sur Madines en date du 27 novembre. Récupérée par la belle vie fin septembre, la start-up Frishti a vécu 18 mois très agités après avoir tapé dans l'œil des géants du quick commerce. Olivia Coville, ex-général manager de Frishti, raconte cette période particulière de l'intérieur. Le monde des startups et plus encore celui de la livraison de repas où il est difficile de dégager des marges est particulièrement darwiniste. Et à l'heure où les financements sont plus difficiles à décrocher sur le marché du capital risque, les acquisitions, cessions, liquidations et autres procédures de redressement battent leur plein. C'est dans ce contexte anxiogène que pour les sociétés dans le rouge que Frishti a vécu ces derniers 18 mois dans une période agitée. Rachetée début 2022 par Gorillaz, l'ancienne pépite de la foodtech tricolore, placée en redressement judiciaire en mai dernier, est passée par toutes les émotions jusqu'au début de cet automne 2023 où La Belle Vie a repris l'entreprise après avoir convaincu le tribunal de commerce de Paris. Ces nouvelles ères débutent pour Frishti au sein de la start-up de Paul Lay. Ce renouveau s'effectue avec seulement 168 des 334 salariés de Frishti. Parmi les collaborateurs qui ont fait leur carton, il y a Olivia Coville, général manager de Frishti entre avril et septembre 2023. Elle s'est retrouvée en première ligne dans le processus de reprise de l'entreprise tricolore. Pour Madines, elle a accepté de revenir sur cette aventure riche en rebondissements. Olivia Coville, appelée
pour doper la croissance de la branche B2B. Après quasiment une décennie passée dans les rangs d'Unibail, Rodamco, Westfield, Olivia Coville a débarqué chez Frischti à l'été 2021 pour développer la branche B2B avec l'offre baptisée La Cafette. C'était un challenge de monter une nouvelle activité. La CAF était un produit qui était déjà dans les cartons pour créer des restaurants d'entreprise nouvelle génération. Il fallait donc créer une expérience humaine autour de la marque. L'enjeu était d'intégrer les codes du B2C dans les bureaux, se souvient-elle. Le premier restaurant de cette offre a ouvert ses portes en septembre 2021. En 1 an et demi, une vingtaine d'établissements sont lancés, notamment dans des startups comme Doctolib et Alan et des groupes du CAC 40. Convaincus par son approche, les fondateurs de Frischti ont rapidement décidé de lui confier une nouvelle mission. En décembre 2021, ils m'ont appelé pour s'occuper de la partie dédiée à la livraison de repas au bureau, à savoir la cantine 2.0. Cette offre avait été lancée en 2019 et l'objectif était donc de faire grossir cette activité. C'était essentiel car le B2B est plus profitable que le B2C, observe Olivia Coville. Une nouvelle fois, elle s'illustre en parvenant à multiplier par 2 le nombre de clients, de 3500 à 7000, avec des livraisons effectuées dans 200 villes. Gorillaz et Getir, 2 géants du quick commerce au pied d'argile. Tous les voyants semblent alors au vert, mais les choses vont basculer en 2022 avec le rachat de Frischti par Gorillaz, mastodonte allemand du quick commerce. Mais ce dernier sera à son tour absorbé par le turc Getir, quelques mois plus tard. Si autant de changements de propriétaires en si peu de temps n'est pas forcément idéal pour la stabilité d'une start-up, le tableau était loin d'être complètement sombre aux yeux d'Olivia Coville. Il y a eu des stratégies communes tentées par Gorillaz et Getir. Ces 2 groupes ont souhaité mutualiser les fonctions Ops, Supply et Tech tout en conservant les spécificités de Frischti. La marque Frischti n'a jamais été remise en question ni par Gorillaz ni par Getir, assure-t-elle. Avant d'ajouter, nous étions un peu comme les Gaulois, on défendait notre marque, nos process et notre culture d'entreprise. Toutefois, la start-up tricolore n'était pas au bout de ses surprises. Elle s'apprêtait sans le savoir à vivre en 2023 une nouvelle année particulièrement agitée. En avril, un nouveau CODIR est mis en place. Mon rôle est de gérer toute la partie revenus B2B et B2C de Frischti. Dans la foulée, les choses se gâtent. Nous sommes placés en redressement judiciaire le 2 mai. L'enjeu est alors de restructurer l'entreprise pour repartir sur des bases plus saines. Nous préparons donc le plan pour redémarrer avec des équipes communes pour les 3 marques, Frischti, Gorillaz et Getir. Tout doit être mutualisé, y compris les entrepôts, mais l'idée est toujours de continuer Frischti, explique Olivia Coville. Dans ce contexte délicat, les choses s'accélèrent durant l'été. La société française se bat alors pour sa survie. Getir et Gorillaz se retirent de plusieurs villes, tout comme Frischti, mais nous sommes l'entité la moins touchée par le plan de restructuration. Finalement, Getir décide de ne plus continuer en France début juillet. On cherche alors des repreneurs pour les 3 sociétés. Frischti, Gorillaz et Getir. À l'issue de l'audience du 17 juillet, il s'avère qu'il n'y a pas de repreneur sérieux pour Getir et Gorillaz et les branches françaises des 2 entreprises entrent en liquidation judiciaire. Pour Frischti, en revanche, il y a eu 4 offres de reprise. Donc le juge a accepté de poursuivre le processus de redressement jusqu'en septembre, détaille l'ex-général manager de Frischti. Malgré le contexte, les salariés sont restés motivés jusqu'au dernier jour. Pendant ce temps, la société poursuit ses activités et ce malgré le climat anxiogène qui pèse sur les collaborateurs. C'est une période particulièrement intense émotionnellement et humainement. Il faut arriver à expliquer la situation aux salariés de la manière la plus transparente possible. Cela induit notamment de leur faire comprendre que tout le monde ne va pas pouvoir être repris. Dans le même temps, il faut continuer à assurer le business. Il était impératif qu'il n'y ait aucune rupture pour éviter que le rachat n'aboutisse pas, observe Olivia Coville, avant d'ajouter:
Malgré le contexte, les salariés sont restés motivés jusqu'au dernier jour, comme la brigade d'une cinquantaine de cuisiniers près de Rungis qui continuaient à préparer 15 000 repas par jour. Il y a un vrai sentiment d'appartenance autour de cette marque. Les gens n'avaient pas envie que Frischti s'arrête et tout le monde avait conscience qu'il fallait continuer à faire tourner la machine. La situation s'est finalement décantée à l'approche de l'automne. C'est La Belle Vie, le spécialiste français des courses à domicile, qui est retenu par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre les activités de Frischti. Nous avons eu tout le mois de septembre pour préparer cette reprise. Il y a eu beaucoup d'échanges avec La Belle Vie pour réfléchir au meilleur mode opérationnel. Le jour J, leurs équipes ont pu livrer des repas Frischti. Les stocks de produits frais ont été acheminés dans l'entrepôt du 12e arrondissement. La bascule s'est faite en 48 heures, révèle Olivia Coville, vers l'émergence d'une mafia Frischti. L'officialisation de la reprise de Frischti par La Belle Vie signifie le départ de plus de 160 salariés. Pour les équipes du siège qui n'ont pas été gardées, cela représente forcément la fin d'une aventure, mais aussi l'opportunité de repartir sur de nouveaux challenges, estime Olivia Coville. Une opportunité qu'elle compte elle-même saisir. Cela fait un mois que je suis en phase d'exploration pour créer une boîte dans le secteur de l'éducation-formation. J'ai aussi un intérêt pour le marché des seniors. Ce qui est certain, c'est que je veux me concentrer sur les expériences B2B2C, mais pas forcément dans la food tech. Néanmoins, malgré une aventure qui a été complexe et frustrante, elle ne se montre pas trop amère quant à son expérience chez Frischti. Être dans une scale-up a été un apprentissage complètement dingue. C'était hallucinant, tant au niveau humain que managérial. Évidemment, il y a eu un peu de gâchis avec ces rachats successifs, des compétences se sont perdues en cours de route. Le principal enseignement de cette aventure pour de futurs projets, c'est qu'il faut faire attention à la manière dont on grandit et à la stratégie pour atteindre la rentabilité. Ça remet les pieds sur terre et cette expérience m'aidera à faire moins d'erreurs dans le futur, je l'espère. Et si de nombreux salariés ont été invités à faire leur carton, cette dernière veut croire que l'esprit initial de Frischti va perdurer à travers eux. Il va rester quelque chose de cette aventure et ce seront les gens qui y ont pris part. Il y a beaucoup de talents à recruter parmi eux, estime-t-elle, des personnes à recruter, mais aussi certaines qui se lanceront certainement dans le bain de l'entrepreneuriat, à l'image d'Olivia Coville. De là à imaginer qu'une mafia Frischti puisse voir le jour, il n'y a qu'un pas. Dans ce sens, l'année 2024 donnera de premiers éléments de réponse. La Redoute développe une stratégie de marque orientée sur la maison, à lire sur e-commercemag.fr en date du 24 novembre. La mue du VP6 s'est accélérée ces dernières années après avoir réussi au cours de ces dernières années donc sa transformation d'acteur de la VPC en acteur de l'e-commerce en France et en Europe. La Redoute entame désormais une nouvelle étape de son histoire avec le développement d'une stratégie de marque orientée sur la maison et la décoration. La Redoute prend un nouveau cap, comme l'explique Philippe Berland, directeur général de l'entreprise. La période 2024-2027 sera un nouveau tournant fort dans l'histoire de la Redoute. Nous faisons le choix stratégique de nous concentrer sur la maison décoration en capitalisant sur nos deux marques, la Redoute intérieure et AMPM. Elles incarneront haut et fort nos valeurs et en particulier notre engagement pour le développement plus respectueux pour la planète. Par ailleurs, pour devenir un des leaders européens de la maison, notre développement international s'appuiera en priorité sur l'accélération de deux marchés stratégiques à fort potentiel pour la Redoute, la Suisse et l'Italie, où nous prévoyons d'ouvrir des points de vente physiques. Cette ambition sera poursuivie suivant les trois axes suivants. Faire monter la puissance La Redoute intérieure et AMPM. La marque signe des produits au design exclusif, dessinés à Roubaix par sa propre équipe de designers. Un large choix de meubles et d'objets de décoration, linge de lit, tapis, rideaux, luminaires, literie ou encore art de la table. La Redoute intérieure affirme par ailleurs ancrer sa promesse dans la qualité de ses produits conçus pour durer, tout en restant accessible en prix. La marque nordiste, dont plus de 30% de l'offre aujourd'hui est Made in Europe ou Made in France, compte demain toujours plus ancré dans le local, dans son ADN, en développant davantage la part
de proche import. De son côté, AMPM cultive sa différence en s'adressant à un public plus averti, en utilisant l'art comme fil conducteur de ses collections, un positionnement incarné dans sa nouvelle signature de marque, l'art de la maison. Les designers d'AMPM puisent leur inspiration à la fois dans notre rapport à la nature et dans les grandes références artistiques du XXe siècle. Un positionnement haut de gamme d'éditeurs qui transparaît à chaque étape de la fabrication produit, sélection de matériaux nobles, qualité de précision de fabrication et bien sûr respect de ses partenaires artisans. La Redoute a également pour volonté de conquérir de nouvelles parts de marché en B2B, en devenant un interlocuteur privilégié des professionnels de la décoration, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Avec la Redoute intérieure et AMPM, la Redoute Business propose à ses clients d'équiper leurs locaux avec un mobilier de qualité, inspirant et chaleureux, propice au travail comme à la détente. La Redoute Business cible plus particulièrement les architectes d'intérieur, les influenceurs, l'hôtellerie et les sièges de grandes et moyennes entreprises. Si l'activité historique du prêt-à-porter est moins centrale dans la stratégie moyen terme de la Redoute, l'enseigne s'attache à faire évoluer son offre mode pour fidéliser ses clientes, dont les préoccupations aussi entre pression inflationniste et conscience environnementale. Relancement récent de la Reboucle, la première marketplace de seconde main, mode et maison, exclusivement composée de vendeurs professionnels. Évolution de l'offre, la Redoute Collection, à contre-pied de la fast fashion, des collections dont l'intemporalité et la qualité permettent d'en allonger la durée de vie. Et là aussi, une volonté affichée d'augmenter progressivement la part du Made in Europe et Made in France. Et enfin, une sélection ajustée de marques et vendeurs pertinents pour nos clientes. Renforcer ses positions en Italie et en Suisse, deux marchés stratégiques à fort potentiel. Si en 2022, les activités internationales de la Redoute, présentes dans une vingtaine de pays, ont représenté plus de 35% de son chiffre d'affaires, c'est en concentrant ses efforts de croissance en Suisse et en Italie dans les prochaines années que l'enseigne compte accélérer son développement international, une stratégie ciblée qui reposera sur des investissements visant à développer rapidement la notoriété des marques, l'ouverture dans ces deux pays de 6 nouvelles boutiques physiques à partir de 2025 et le développement de l'offre B2B. Accélérer la transformation technologique pour une expérience enrichie, clients et vendeurs. Cette initiative et ambition passe notamment par le développement d'un modèle App First pour un parcours shopping personnalisé, immersif et sans couture, de nouveaux services aux vendeurs partenaires dont le lancement d'une nouvelle plateforme de retail média avec Citrus en 2024 et la poursuite de la modernisation et de l'internationalisation de sa plateforme IT en s'appuyant toujours sur plus de data et d'IA. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.